Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La jeunesse congolaise, priorité de l'exécutif pour cette année 2024, décrétée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, année de la jeunesse, lors de son message de vœux du Nouvel An au peuple congolais. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a appelé à l'intensification des efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Revenons sur le sujet devant les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de la République à prendre la juste mesure de cette initiative consacrée aux forces les plus représentatives du pays, sans sombrer, selon lui, dans le faisceau des slogans sans suite. Denis Sassou Nguesso a appelé à la mise en place d'un cadre de suivi-évaluation en soulignant que le résultat est l'indicateur clé de la mesure de la performance. 2024, année de la jeunesse, quelle est la condition actuelle de la jeunesse congolaise et quelles en sont ses attentes? Tel est le menu de ce numéro de l'heure de vérité. Avec moi sur ce plateau, trois invités. Il s'agit donc de M. Maurice Orusso Ongumoka. Il est secrétaire permanent au Conseil consultatif de la jeunesse. Christophe Paolo Benazo, coordonnateur général de la plateforme Odyssée et Rêve du Pôle Malébo. Garli Cherubin Will Rudel Ibarra, président national de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo. Bonsoir, chers invités, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Madame Aline. Alors, avant de commencer notre entretien, je vous propose donc de suivre cet extrait du message du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, s'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Voilà, vous avez donc bien suivi le message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, décrétant 2024 année de la jeunesse, ce qui vous concerne directement en vos qualités de représentants des plateformes juvéniles congolaises. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision du président de la République? Je vais commencer par vous. Cette fois-ci, il est donc question de mieux mener des réflexions avec des parties concernées pour mieux comprendre les attentes de la jeunesse et pour porter un peu des solutions. En décrétant l'année 2024 comme celle de la jeunesse, nous pensons que les doléances ou les besoins des jeunes seront écoutés et seront diagnostiqués, mais seulement avec la participation des jeunes, puisqu'ils savent leurs attentes pour mieux les dire afin qu'il y ait une réponse. Tout à fait. Alors, Monsieur Benazo, à votre niveau, au niveau de Odyssée et Rêve du Pôle Malébo, comment avez-vous accueilli cette décision du président de la République? Le président de la République s'y est répété par deux fois, comme pour dire toutes les aspirations profondes qu'il habite à ce propos, et que d'ailleurs nous accueillons avec beaucoup de joie et de sérénité, mais aussi et surtout beaucoup d'espoir et de responsabilité. C'est beaucoup d'espoir dans la mesure où les attentes des jeunes sont multiples et multiformes. Et d'ailleurs, le président de la République, en décrétant cette année, nous le prouve à suffisance qu'il en a la juste mesure. Et donc, comme toujours, à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Et c'est beaucoup de responsabilité,
parce que nous estimons que les jeunes ne doivent pas que sont considérés comme des heureux bénéficiaires. Mais il nous revient de nous impliquer en tant qu'acteurs majeurs dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets qui devront justement conduire à la matérialisation de cette volonté politique du chef de l'État. Alors, ceci dit, Madame Aline, le décor est planté pour nous. Le président de la République n'est pas ce Père Noël-là qui vient distiller des cadeaux à sa jeunesse, mais notre état d'esprit est tel que nous irons puiser dans notre génie toutes les ressources nécessaires qui puissent nous permettre de traduire dans les faits ses aspirations les plus profondes à l'endroit de sa jeunesse. Tout à fait. Alors, nous avons également sur ce plateau le représentant du CCJ, Conseil consultatif de la jeunesse. On imagine bien votre joie d'avoir appris cette décision du président de la République. Alors, quelles en sont vos impressions? Nous avions suivi à la télévision le message des vœux du président de la République décrétant 2024 année de la jeunesse. C'est une bénédiction d'avoir une année spécifique pour les jeunes. Seulement à notre niveau, Conseil consultatif de la jeunesse, nous avons senti en nous une lourde responsabilité. Tout à fait. Une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes une institution de jeunesse et quand on dédie une année spécifique pour les jeunes, alors là, le président nous met carrément à la manœuvre. Je le disais tantôt lors de notre dernière réunion du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, juste après le message du président de la République. Le président de la République, lui, exprime une volonté politique. Et c'est au cadre, à la tâche, de faire le travail. Il dit 2024, année de la jeunesse, c'est au ministère de la jeunesse, au Conseil consultatif de la jeunesse et d'autres organes, bien évidemment, de se mettre à la tâche pour traduire dans les faits la volonté du président de la République. Alors, très engagé et déterminé à donner toute sa place à la jeunesse dans le processus du développement du pays, le chef de l'État a appelé à la conjugaison des efforts pour que cette volonté ne soit pas un simple slogan. Pensez-vous que cette décision du président de la République trouve un écho favorable? Tout part de la volonté politique. Et le président de la République vient de manifester une volonté politique. Et après, il incombe justement au pouvoir public de matérialiser cette volonté politique, de la traduire dans les faits. Pas que le gouvernement et les pouvoirs publics, mais toutes les forces vives de la nation. Nous espérons que dans des délais raisonnables, cette volonté manifeste du président de la République puisse trouver satisfaction. Au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse, vous avez entre autres mission de mettre les avis au gouvernement, au président de la République concernant les questions de la jeunesse. On pense aujourd'hui que tous les regards des jeunes Congolais sont tournés vers vous pour voir comment, avec le gouvernement et le président de la République, cette initiative sera mise en œuvre. Alors, pensez-vous que cela aboutisse réellement? Et vous êtes vraiment entendu à ce niveau-là? Nous avions lancé depuis le 9 janvier 2024 ce que nous appelons par les consultations nationales. Il s'agit pour nous, le Conseil consultatif de la jeunesse, de recueillir les avis des jeunes. Dans les jours à venir, nous irons dans les différents départements pour recueillir les avis des jeunes, savoir les priorités. Parce que madame, vous savez avec moi que les problèmes de la jeunesse sont quand même énormes. Le président a exprimé une volonté politique. Nous avions des organes que le gouvernement a mis en place, la CPE, FONEA, FIGA et autres, qui sont là pour accompagner ces jeunes. Mais il se pose quand même un problème sérieux au niveau de notre pays, madame, permettez-moi de le souligner. Nous avons un problème de communication sur le terrain. Nous avons constaté que quand il s'agit de la période des campagnes, nous voyons ici et là des députés aller sur le terrain pour dire « votez X, votez X ». Mais quand le président exprime une vision donnée et quand il y a des organes mis en place pour accompagner les jeunes, c'est rare de voir quand même les élus du peuple aller vers les jeunes pour dire nous avons aujourd'hui la CPE qui s'occupe des questions de mettre en contact le jeune demandeur d'emploi et l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons des problèmes où vous voyez un jeune qui ne connaît pas ce que c'est que réellement le FONEA. Voilà, le FIGA, le rôle. Je voudrais lancer ici un appel aux députés de se mettre au travail, aux élus du peuple d'aller sur le terrain,
discuter avec leurs mandants pour leur dire, le président dit certes que c'est une année de jeunesse. Pour que ça ne soit pas un simple slogan, c'est à nous, des élus de peuple, de venir vers vous pour vous expliquer les instruments mis en place par le gouvernement de la République pour que vous trouviez exactement les solutions à vos problèmes d'emploi, de formation et de préfinancement des entreprises. Tout à fait. Selon vous, quelles sont, de manière générale, les attentes de la jeunesse congolaise? Depuis que nous avions commencé à recevoir des jeunes, on nous pose des problèmes d'emploi, de formation, mais la demande sur le terrain ne répond pas. Nous avons signé le partenaire avec le FONEA récemment, qui nous avait envoyé des demandes sur des soudeurs sous-marins, par exemple, et que la société pétrolière était à la recherche des soudeurs sous-marins. Mais quand on est parti sur le terrain, quand on a construit notre base de données, c'était très difficile pour nous de retrouver ce genre de profil sur les jeunes. Donc il y a aussi un problème d'orientation des jeunes sur les métiers actuels, les métiers de l'avenir. Justement, cette question, ce triptyque éducation, formation, emploi se trouve au cœur des préoccupations du président de la République. Il a souligné dans son message. Alors, au niveau de l'ULECO, vous défendez les intérêts des étudiants congolais. On sait bien qu'il se pose beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement, notamment supérieur, avec tous les problèmes que nous connaissons, des grèves et puis des fois les formations qui ne suivent pas, qui ne sont pas aussi adéquates avec les attentes sur le terrain en termes d'emploi. Alors, quelles sont en réalité vos attentes au niveau de l'ULECO? Les besoins des étudiants sont nombreux. Il nous suffit tout simplement de se référer de la pyramide des besoins. Vous comprendrez que le jeune étudiant, il a besoin d'estime. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un doctorant qui a soutenu sa thèse, même pour avoir des heures, c'est tout un problème. Parce que quoi, il y a toujours des gens qui ne veulent pas léguer. Vous voyez, c'est ce besoin. Les gens qui ne veulent pas léguer, soyez un peu plus clair pour que. Mais je parle de ceux qui sont déjà sur les lieux. Ouais. Nos docteurs ou professeurs qui sont déjà anciens. Et pour essayer un peu qui ne veulent pas céder la place. Qui ne veulent pas en réalité céder la place aux jeunes. Parce que ce sont des gens qui ont fait peut-être des études pour vocation d'être enseignant, mais au bout de compte, il finit parce qu'il n'a peut-être pas quelqu'un derrière lui pour le propulser. Il se voit refuser les heures, pourtant il veut le faire avec amour. Donc il y a ça. Peut-être qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Bon, question de place, je ne devrais pas rester là-dessus parce que nous savons qu'il y a des places. Il y a même des options qui manquent des professeurs de rang A, qui manquent même des enseignants qui peuvent assurer la vacation. Donc ce serait peut-être la mauvaise foi, selon vous, l'égoïsme? Je le pense ainsi. Donc il va falloir qu'on essaye de voir comment est-ce qu'il faut mettre des conditions d'apprentissage au niveau, par exemple, des universités de notre pays. En ce qui concerne Mariam Babou, Denis Sassou Nguesso, il y a un manque, par exemple, des stages de professionnalisation, de matériel didactique. Il y a toute une filière dédiée à l'apprentissage du journalisme à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Mais ces étudiants-là pouvaient déjà faire des plateaux de simulation, par exemple, à présenter un journal. Ben, nous en recevons plein ici à Télécom. Vous en recevez, mais c'est moins communiqué. Ces stages-là, on ne sait pas par où on l'octroie aux étudiants. Vous voyez, c'est ça le problème. Il va falloir que le FONEA est là pour ça, non? Je pense que c'est l'une de ses missions, non? Oui, le FONEA, c'est comme tout à l'heure le SP disait, il va falloir que aussi le FONEA ou que ce soit la CPE se mette à faire des communications de proximité à l'endroit des étudiants. Bien que, oui, ils ont des smartphones, ils peuvent aussi aller chercher, mais c'est toujours important de venir auprès des étudiants, notamment avec des communications de proximité. C'est là aussi pour voir comment est-ce qu'il faut rendre autonome l'étudiant congolais. C'est peut-être en créant des tranches professionnelles dont l'État exprime le besoin. Nous le voyons avec l'ENAM. C'est un tiers ministère qui exprime le besoin. J'ai besoin de l'ENAM a deux vocations, de former les acteurs administratifs, également les étudiants. Mais si on pouvait aussi aller dans ce sens à créer des tranches professionnelles, ça rend autonome déjà l'étudiant, puisque quand il finit, il peut aller déjà sur le marché de l'emploi. Donc il y a ces conditions-là pour voir l'employabilité des étudiants. Il ne faudrait pas seulement que l'étudiant apprenne et juste après qu'il finisse son cursus, c'est être à la merci du quartier. Lorsqu'on essaye de voir ces stages de professionnalisation, il faudrait aussi avoir un clin d'œil, un regard particulier au niveau des campus arts. Ce sont des jeunes.
C'est l'année dédiée à la jeunesse. Mais regardez d'abord les conditions de vie au niveau des campus. C'est encore des particuliers qui viennent faire des initiatives. Hier, nos parents, ils partaient étudier avec les bourses de l'État à l'étranger et autres. Quand vous avez le baccalauréat, on vient vous chercher parce qu'on veut former les cadres. Mais nous, on serait de quel type de cadre en fait? C'est ça le problème à se poser. C'est ça la question qu'il faut apporter des réponses. Et que dire de la qualité de l'enseignement? Tout va bien à ce niveau? Bon, la qualité de l'enseignement, regardez. Nous avons vu tous sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on est en train de dire 6754, à moins que je corche les chiffres, en première année à la faculté de droit qui se sont présentés au semestre 1, 5 à 10 000. Est-ce qu'on devrait dire la rigueur que prend le chef de l'État ou cette notion de rigueur n'a pas été assimilée par l'administration de la faculté de droit? Ce sont des problèmes à se poser. Quel type de rigueur parle-t-on là-dessus? Il y a même une mauvaise qualité de l'enseignement. Dans quel sens? Déjà, je ne parlerai pas de la caducité des programmes parce que, donc, contrairement à ce que pensent les gens pour dire supprimer des matières littéraires ou comment, ça contribue en beaucoup. Mais nous ne cessons de dire, vous savez, les jeunes ont encore cette capacité-là, ils sortent fraîchement de l'apprentissage, ils ont embrassé les nouvelles technologies, contrairement à ce que nos grands-parents ou nos docteurs n'ont pas eu. Ces jeunes-là ont quelque chose à donner, de nouveau en fait. Or, ce qui se fait aujourd'hui, parfois le docteur vient, vous soumet une planche qui ne revise pas ces programmes. Ce sont des mêmes choses que vous allez retrouver aujourd'hui, demain et après-demain. Là, je parle en termes d'années. On sait déjà que pendant les devoirs, cette année, on avait eu un devoir de recherche sur tel thème. L'année prochaine serait le même. Il va falloir voir dans quelle mesure arrimer un peu avec la modernité dans tout ce que nous faisons. Faisons peau neuve parce que c'est ce que nous attendons à apprendre dans les meilleures conditions. Je suis de ceux-là qui disent Mariam Babi en réalité forme. Mais il va falloir que également les docteurs mettent un peu de cœur dans ce qu'ils font. Ce sont des gens qui se préoccupent rien qu'avec leur bureau extérieur que en réalité de leurs heures à dispenser le cours pour nous les étudiants puisque nous voulons devenir comme eux. On les prend pour des modèles. Les responsabilités seraient également partagées. Bien parce entendu. qu'on déplore aussi parfois l'indiscipline, sinon la négligence de la part des étudiants aussi, non? Oui, je ne pourrais pas faire endorser tout sur nos éminents docteurs. Et surtout, je ne jette pas l'opprobre à nos enseignants, mais c'est surtout ceux-là qui se disent le jeune a touché, c'est que ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans ces pratiques-là. Très bien. Alors, Monsieur Benazo, votre avis sur cet aspect de la situation? Les mots qui minent la jeunesse. Voilà. Il y a les questions d'emploi, d'abord. À en croire les chiffres de la Banque mondiale, c'est 40% de la jeunesse qui est au chômage. Et j'aimerais aussi m'appesantir sur les questions de banditisme urbain, la délinquance juvénile, la recrudescence des antivaleurs. Alors, je commence par les questions d'emploi. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la ministre des PME qui a parlé d'un écosystème mis en place justement pour accompagner les PME et l'initiative privée. C'est ce que je salue d'abord, premièrement, les réformes qui sont en train d'être menées par le gouvernement dans ce sens-là, parce qu'il faut le dire, l'on ne peut prétendre construire le monde de demain avec les idées d'hier. L'État-providence, ça n'existe plus. Il n'y a que dans l'initiative individuelle que se trouve la dynamique essentielle de la meilleure société possible. Le jeune Congolais, c'est ce qu'il doit d'abord intérioriser. Avoir sa pleine autonomie par l'initiative privée. Ça, il faut formater déjà notre logiciel mental dans ce sens-là. Et chez nous, l'entrepreneuriat est considéré comme une alternative au fait qu'on ait échoué sur le banc de l'école ou qu'on ait achevé nos études et qu'on n'ait pas de l'emploi. L'entrepreneuriat dans l'attente d'un emploi. L'entrepreneuriat est comme un second plan. C'est une alternative, alors que l'entrepreneuriat devrait être un choix de vie, une option. De la même manière qu'il y a des jeunes qui rêvent d'être médecins, ingénieurs, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des jeunes aussi, justement, qui aspirent
à être entrepreneur. C'est pourquoi je salue d'ores et déjà la réforme initiée par le gouvernement pour voir dans quelle mesure insérer l'entrepreneuriat comme matière à part entière depuis l'école primaire. J'ai suivi la ministre des PME qui est intervenue. Et effectivement, je salue cette initiative. Au Ghana, ça s'est fait. L'entrepreneuriat est enseigné comme matière à part entière depuis l'école primaire. Et c'est toute une culture qu'on inculque aux enfants, aux jeunes. Et ça fait en sorte qu'il y ait des jeunes qui puissent rêver de l'entrepreneuriat comme une option de vie, comme un choix de vie. Il revient à la jeunesse de réfléchir comment s'autonomiser par l'initiative privée. N'attendons pas que tout de l'État. À côté, il y a la recrudescence des antivaleurs avec la délinquance juvénile, le phénomène qu'on appelle bébé noir. C'est une question pour laquelle il faille trouver des solutions aussi, puisque toute une année nous a été dédiée. D'ailleurs, je me pose la question de savoir si une année suffit pour régler tous les problèmes de la jeunesse. Cela exprime déjà une volonté. Oui, le plus long voyage commence par un pas. Alors, un diagnostic s'impose avant d'envisager des approches de solutions. D'où vient ce phénomène des bébés noirs, la recrudescence des antivaleurs. Madame Aline, toute jeunesse a quelque chose à prouver. Elle a besoin de croire qu'elle peut transformer le monde, la jeunesse. Elle a besoin d'imaginer que tout est possible. Dans un monde où les rêves de la jeunesse ne se réalisent pas, les portes de l'avenir se ferment pour tous, peu importe l'âge. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. La jeunesse, c'est 70% de la population. Aujourd'hui, avec le dernier recensement, on estime que nous sommes 6 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il faut envisager autour de 4 millions de jeunes, ou 3 800 000 jeunes, supposons. Alors, s'il y a 3 800 000 jeunes, ça veut dire qu'il y a 3 800 000 rêves. Et sur les 3 800 000 rêves, combien de rêves se réalisent? Cette recrudescence des antivaleurs est la manifestation de plusieurs rêves non réalisés de cette jeunesse. C'est la manifestation de plusieurs rêves brisés, Madame Aline. Parmi ces délinquants, j'estime qu'il y a du potentiel. On aurait pu avoir au sein de cette couche des Kylian Mbappé, des Francis Ngannou, des Michael Jordan, des Jackson. On aurait pu avoir des modèles de société. Quels sont les modèles de société de cette jeunesse en perdition? Le modèle, c'est celui-là qui a tendance à inspirer les autres. Le modèle, c'est celui-là sur qui on s'identifie. Quels sont les modèles de société de cette jeunesse dans la musique, dans la peinture, dans le football? Quels sont ces modèles de société? En politique, nous en avons. Le président Denis Sassou Nguesso est parti de zéro au Palais du Peuple. C'est un modèle de société. Il nous inspire en politique. Mais quels sont ces modèles de société-là dans d'autres domaines? Il faudrait que dans le sport, il y ait des modèles de société. Il faudrait que dans la musique, il y ait des modèles de société. Combien de jeunes partent du point zéro et parviennent à réaliser leurs rêves dans ces domaines précis? Il n'y en a pratiquement pas, Madame Aline. Alors, année de la jeunesse... Les modèles existent quand même dans tous les domaines. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour influencer cette jeunesse. Et je pense que les modèles, nous pouvons les créer. Aujourd'hui, avec la volonté politique qu'exprime le président de la République, nous pouvons créer ces modèles de société-là dans divers domaines qui puissent inspirer cette jeunesse et la sortir justement de l'ornière de ces antivaleurs-là. Je pense que cette volonté est déjà traduite dans les initiatives que le gouvernement met en place au jour le jour, notamment avec ces outils d'accompagnement de la jeunesse dans la création des PME. Nous avons reçu Madame la ministre, vous l'avez souligné, il y a quelque temps sur ce plateau, qui a essayé de dérouler ce chapelet de tous ces mécanismes d'accompagnement qui existent. Il s'agit aussi des jeunes, pour les jeunes, de prendre en main ces éléments, de profiter de ces opportunités pour essayer d'avoir
d'avancer. Ce n'est pas se lancer dans le banditisme. On doit forcément justifier sa frustration au niveau de la société, non ? Bien évidemment que nous sommes optimistes. Il y a un écosystème qui a été créé. J'ai suivi la ministre des PME et j'ai salué justement la création de cet écosystème-là. Mais ça ne suffit pas. Elle a dit un jeune, une entreprise. Le concept, il est bon. Mais quel est le contenu que l'on y met? Même l'enfer est pavé de bonnes intentions, Madame Aline. Les initiatives, il y en a eu ici. Le président de la République est un visionnaire. Il définit la vision et au gouvernement de s'exécuter pour matérialiser la vision. Donc, il ne suffit pas. Aujourd'hui, on a l'agriculture qui est au centre de notre plan national de développement. Avec la création des zones agricoles protégées. Je salue ces initiatives. Le président de la République, s'il le dit dans son message, que les slogans, il n'en veut pas. Faire en sorte que l'année de la jeunesse ne soit pas un vain slogan. Ça veut dire que dans une certaine mesure, le président de la République reconnaît qu'il y a un effort à fournir au niveau du gouvernement dans ce sens-là pour traduire dans les faits ses aspirations les plus profondes. Ses aspirations les plus profondes. Donc l'écosystème est mis en place. Oui, nous saluons ces efforts consentis par le gouvernement, mais quel est le contenu que l'on y met? La jeunesse congolaise se pose la question de savoir quels seront par exemple les critères de sélection des jeunes qui devront bénéficier d'un accompagnement multiforme de l'État. Madame Aline, nous n'irons pas sélectionner des jeunes qui n'ont jamais fait leur preuve, même dans la gestion d'une brouette de pain. Aller donner 10, 15, 50, 100 millions ou 1 milliard à un jeune qui n'a jamais tenu même ne serait-ce qu'une brouette de pain. Peut-être se constituer en groupement. Ce ne serait pas réaliste. Oui, en groupement, à travers des projets communautaires, mais aussi et assurément tenir compte de l'existant. Ces sortes de champignons sauvages arrosés par l'eau de pluie. Il existe ces jeunes-là qui bravent justement les aléas de l'entrepreneuriat, des jeunes qui arrivent malgré les difficultés à s'illustrer. Ces jeunes-là existent. Il faudrait justement les approcher. C'est du ressort aussi du Conseil consultatif de la jeunesse, qui est l'interface entre cette jeunesse et les pouvoirs publics. De réfléchir comment accompagner les pouvoirs publics à faire le bon choix. D'abord des projets et des porteurs de ces projets-là. Alors, parlons du grand banditisme. Je pense qu'il y a quand même un début de solution avec cette initiative de construction de centres d'encadrement, notamment d'Aubéville et de Bocagna. Je pense que c'est déjà quand même une volonté, encore une fois, exprimée par les pouvoirs publics de pouvoir aider les jeunes à se conscientiser, n'est-ce pas? Oui, c'est une volonté, c'est une avancée. La construction des centres de réinsertion sociale. C'est une bonne initiative que nous saluons. Mais à côté, il faut fabriquer des modèles de société. Les solutions ne doivent pas qu'être apportées par le ministère de la Jeunesse avec la construction de ces centres de réinsertion sociale. Mais il revient aussi à d'autres secteurs d'y apporter une contribution. Le ministère de la Culture, par exemple, avec la construction des salles de spectacle, des salles de cinéma, pour faire en sorte que cette jeunesse ait des loisirs sains. Il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse qui doit apporter sa contribution. C'est du ressort de tous les secteurs de la vie publique. Et d'ailleurs, le gouvernement s'y attelle. J'ai cru lire une initiative allant dans ce sens-là, venant du Premier ministre, demandant à tous les départements ministériels, justement, de contribuer à la bonne réalisation de l'année de la jeunesse. Ouais. Donc il n'y a pas que des centres de réinsertion sociale. À côté, il faut fabriquer des modèles de société. Le ministère de Sport, le président de la République l'a dit à plus d'une fois. Il y a des infrastructures qui ont été mises en place. Mais ces infrastructures-là ne servent pratiquement à rien jusque-là. Combien d'écoles de foot avons-nous qui forment les jeunes dans le football? Il n'y en a pratiquement pas. Nous avons essayé une fois. Ça nous a rapporté un trophée, la CAN Junior en 2007 que nous avons remporté. Nous pouvons récidiver ce genre d'expérience avec la prise de conscience des pouvoirs publics sur
Les infrastructures de base qui ont été mises en place par le président de la République qui doivent être utilisées à bon escient. Et l'élan doit partir justement de cette année dédiée à la jeunesse pour essayer d'inverser les tendances qui prévalent. Tout à fait. Je pense que la donne change quand même avec cette réorientation du président de la République. Nous voyons, vous l'avez dit, que le gouvernement est déjà à pied d'œuvre. Le ministère de la Jeunesse a donné une feuille de route déjà pour cette année 2024. Le gouvernement, au plus haut point, le Premier ministre a réuni tous les membres pour essayer de définir dans chaque secteur quelle stratégie mettre en place pour réussir cette année de la jeunesse. Alors, messieurs, pensez-vous que avec tout ce travail qu'il y a à faire, que vraiment la jeunesse, en cette année 2024, puisse trouver une voie de sortie à ces problèmes? Bon. Nous sommes confiants. Voilà pourquoi nous avions lancé, comme je l'ai dit, les consultations nationales. Nous pensons que le gouvernement prendra à bras le corps le problème. Et depuis que le Conseil consultatif de la jeunesse existe, nous avions des tas de suggestions faites au gouvernement qui ont été prises en compte. Aujourd'hui, nous parlons du problème des taxis motos, par exemple, qui, pour la majorité, ce métier est exercé par des jeunes. Et ces jeunes conducteurs de taxis motos sont arrivés récemment nous voir au Conseil. Nous avons reçu les jeunes conducteurs de taxis motos et nous sommes partis vers le gouvernement pour faire des suggestions. Et grande était notre joie. Récemment, nous avions suivi à travers le ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement qui annonçait des mesures prises par le gouvernement pour cette activité porteur d'emploi. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont déjà satisfaits. Petit à petit, nous avançons. Et comme on le dit, le président, lui, il a exprimé une volonté. Ce sont à nous les cadres de prendre à bras le corps le problème, d'aller vers les jeunes, de discuter avec eux, prendre leurs doléances, apporter vers le gouvernement pour que les solutions soient prises. C'est donc dire que vous êtes associé aux discussions et à la mise en place des politiques. Vous êtes donc entendu en tant que Conseil consultatif de la jeunesse. Nous sommes très heureux. Heureux pourquoi? Parce que c'est quand même très rare que nous apportons une fiche à l'un des membres du gouvernement et que cette fiche ne soit pas prise en compte. Alors, nous étions récemment partis à un fondo, précisément dans le département de la Likwala. Nous avons fait Ignélé et autres, au fin fond des villages de la Likwala, où nous avions discuté avec beaucoup de jeunes, par exemple sur le projet Lisungi. Le projet Lisungi, qui aujourd'hui donne une formation qualifiante et professionnelle aux jeunes. Voilà. On ne va pas seulement se contenter de Aubéville, Bokanya, parce que récemment encore, nous avons reçu des jeunes que nous appelons communément bébés noirs, dans les rues de Brazzaville, qui eux nous ont dit, certes que vous nous avez parlé de Bokanya, Aubéville et autres, mais selon les informations mises à notre disposition, c'est que quand vous partez à Bokanya ou Aubéville, vous restez en internat pendant tant de mois, le temps pour vous d'être réinséré, de subir une formation. Oui, mais je pense qu'à votre niveau, votre rôle serait aussi de les conscientiser, parce qu'ils ne sont pas sur une bonne voie, c'est clair. C'est le travail que nous avons fait. Il y a aussi un esprit de sacrifice à mettre en place pour pouvoir arriver, n'est-ce pas? C'est le travail que nous avons fait. Quand on parle d'internement, c'est leur permettre d'avoir au moins un encadrement, une formation qui, à la longue, va aboutir à une situation assez stable. Je suis d'accord sur ça, puisque c'est notre ligne de conduite exactement. Pour avoir une bonne analyse et une bonne résolution, il faudrait pour nous discuter d'abord avec les concernés. D'accord. Alors, M. Ibarra, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez pour essayer d'arriver à trouver des pistes à proposer à ceux qui vous écoutent? On ne cesse de trouver des issues possibles pour essayer un peu de sortir les étudiants ainsi que les élèves du groupe que ça présage en ce qui concerne leur quotidien. Et nous sommes là pour en quelque sorte les moraliser, les conscientiser, mais par-dessus tout les défendre quand le besoin se présente. Nous étions au lycée de Mkoundingbaka parce qu'il était question que nous nous retrouvons autour du mât pour essayer de commémorer en différé la journée nationale du civisme.
Juste après, nous avons eu un peu le temps de communier avec l'assistance en ce qui concerne les directives, puisqu'il fallait que les élèves sortent un peu de l'euphorie des fêtes afin de mieux préparer les défis qui les attendent, notamment les examens d'État et pour ceux qui sont en classe intermédiaire. Mais à côté de ça, nous essayons toutefois aussi toucher d'autres organisations ou même le gouvernement pour tenter d'apporter des solutions à leur sujet. Par exemple, en ce qui concerne les conditions sociales de l'étudiant congolais. Là, je fais allusion à la bourse, les arriérés de bourse. Nous essayons toutefois toujours de rappeler au gouvernement cette obligation-là. Odyssée et rêve du pôle Malébo, vous œuvrez dans quoi exactement et quels sont vos défis? Alors, nous sommes dans la conscientisation de la jeunesse à travers l'histoire. Nous nous réapproprions notre histoire parce que l'histoire, c'est notre identité. Et nous œuvrons aussi dans l'environnement et dans l'autonomisation de la jeunesse. Et au niveau de l'Odyssée et rêve du pôle Malébo, Madame Aline, nous travaillons présentement sur un projet phare que nous avons intitulé Révolution verte. C'est un projet communautaire qui vise le regroupement des populations dans l'interland, le regroupement via des coopératives agricoles et en vue du reboisement à travers le planting des arbres fruitiers. Le président de la République avait lancé la décennie mondiale de la forestation. Nous réfléchissons comment apporter notre modeste contribution à travers le reboisement, mais par le planting des arbres fruitiers. Une façon pour nous de faire en sorte que notre projet soit en adéquation avec l'un des objectifs de développement durable, lutter contre la famine. Et nous n'allons pas viser que la commercialisation des fruits. Madame la ministre des PME me l'a dit, je l'ai suivi. Il faut viser aussi la transformation de ces produits-là. Et nous sommes à pied d'œuvre à travers ce projet-là. Donc il s'agit de la révolution verte. Reboisement du département du Poul, spécifiquement. Nous avons choisi le département du Poul comme phase pilote. Un reboisement à travers le planting des arbres fruitiers. Et au moment opportun, nous irons toquer vers les pouvoirs publics, justement, pour espérer bénéficier d'un accompagnement multiforme. C'est très bien. Et je vous laisse la parole pour en même temps dire votre mot de conclusion et très rapidement. Alors, je commencerai par m'adresser au président de la République, chef de l'État, très respectueusement, puisque je sais qu'il nous suit. Le président de la République est le garant de la gouvernance intergénérationnelle. Et ça, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises en responsabilisant des jeunes dans la sphère de prise de décision. Si, dans l'exercice de leurs fonctions, ces jeunes qui ont été responsabilisés ont péché, mea culpa, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons pardon au nom de toute la jeunesse et vous disons que vous pouvez toujours compter sur cette jeunesse-là parce que c'est de l'imagination fiévreuse de la jeunesse que sont sorties toutes les grandes révolutions des temps modernes. Du romantisme à la peinture moderne, en passant par la révolution industrielle, ce furent des poètes et des peintres de 20 ans et des savants de 26 ans qui refirent le monde. Cette jeunesse-là que vous avez est la première ressource naturelle de ce pays. C'est un vivier d'énergie sur lequel vous pouvez compter. Et deuxièmement, je m'adresserai aussi à la jeunesse, Madame Aline. Nous avons passé une éternité à nous quereller pour des intérêts mesquins. Je pense que cette fois-ci, l'unité de la jeunesse doit être le compromis de ces divergences. La jeunesse a intérêt à être unie, à rester unie. Ça ne sert pas de tirer à boulet rouge sur ces jeunes qui ont été déjà responsabilisés et qui ont la lourde mission de défendre bien évidemment nos intérêts.
Ne soyons pas comme ce berger-là qui, en 67, avait trahi Ernesto Che Guevara, qui défendait pourtant leurs intérêts. Donc l'unité de la jeunesse est le compromis de ces divergences. Votre conclusion, M. Ongumuka? Après le message du président de la République, chacun de nous devrait se sentir concerné. Concerné pourquoi? Parce que c'est une lourde responsabilité, puisque dans les années à venir, on sera encore face à ces jeunes-là qui nous poseront certainement la question de savoir quels ont été les résultats en notre faveur sur l'année de la jeunesse décrétée par le président. Et donc, à cette responsabilité, on ne devrait plus avoir des jours de repos tant qu'on n'a pas des résultats. Chacun de nous devrait se sentir concerné au fond de lui et en faire une priorité. D'ailleurs, si vous arrivez aujourd'hui au Conseil consultatif de la jeunesse, vous allez voir à l'entrée, nous avons mis la citation du chef de l'État et ses orientations. Ça rappelle à tous les cadres du Conseil consultatif de la jeunesse de la lourde responsabilité que nous avions. Et je voudrais aussi ajouter que dans un État, dans une association, dans une famille, si chacun de nous essayait seulement de faire son rôle, les choses iront de l'avant. Voilà. Monsieur Ibarra, votre dernier mot? Tout ce que nous attendons, c'est de voir que les solutions idoines en la matière de la jeunesse soient prises en compte et surtout sur des besoins de formation, d'éducation et d'employabilité. Lorsque l'État met nos amis étudiants en route pour aller étudier à l'étranger, lorsqu'ils reviennent, il faudrait qu'il y ait une politique d'insertion pour les mettre directement au travail. En tout cas, merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau de l'heure de vérité et pour tous ces éléments que vous avez mis à la disposition de notre public. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de l'heure de vérité sous la supervision du directeur général de Télécongo qui d'ailleurs porte à bout de bras cette émission qui vous donne des informations sur des sujets d'actualité. Merci pour votre attention, merci à toute l'équipe, à très bientôt sur nos antennes.